Merci Grégoire. Alors moi je me présente puisqu'il ne m'a pas présenté, donc je suis quelqu'un qui a fait toute sa carrière en formation des maîtres premier degré, d'abord dans les écoles normales, ensuite dans les UFM, et puis au moment de la création des SP, j'ai pris ma retraite parce que ça devenait trop compliqué pour moi, surtout quand on a supprimé la formation des maîtres. Mais je continue de... comment dire, essayer de me tenir au courant de ce qui se passe dans les écoles, en allant faire des ateliers du genre grand-mère bénévole, avec des petites sections en maternelle. J'interviens en co-intervention dans un master à Paris 8, à Paris, avec un collègue qui travaille sur les enfants irréguliers, la jeunesse délinquante, les problèmes de relations entre école et justice. Et puis de temps en temps, on m'invite et on me dit « Viens en Auvergne, tu verras, ils sont adorables, c'est les plus beaux étudiants de France. Tu n'auras pas de soucis, même le jour de la rentrée. » Et alors, comme j'avais envie de revoir Grégoire, que je n'avais pas vu depuis des années, j'ai accepté. Donc me voilà... bien que retraité, et vous allez me pardonner un peu parce que les informations que j'ai sur les SP sont différentes selon les SP de France. Et je suis au conseil d'administration de l'SP de Créteil aussi pour continuer de comprendre ce qui se passe dans l'école primaire. C'est mon terrain, je ne suis jamais allé plus haut que le certificat d'études, ou maintenant que l'école obligatoire. Et je vois qu'en discutant ce matin avec les collègues que le mode de fonctionnement de Clermont n'est pas exactement celui de Créteil, en particulier pour les M1, et qu'ici, raisonnablement, on a pensé que courir 2 lièvres, ça suffisait, c'était pas obligé d'en courir 3, c'est-à-dire de préparer une validation des cours pour le M1, de préparer le concours, ce qui n'est pas exactement la même chose, et qu'on vous n'exigeait pas de vous, apparemment, que vous rendiez un premier mémoire, une première moitié de mémoire, que ce serait ce qui est le cas à Créteil, et que vous feriez l'essentiel du travail de mémoire l'année prochaine, quand vous aurez réussi, parce que vous aurez réussi. Et donc ma question, elle est plutôt de discuter de ce que vous allez apprendre, de l'importance de ce que vous allez apprendre cette année dans les cours, dans les livres, dans les vidéos, dans tout ce qui se transmet de manière académique ou pas académique, et puis de ce que vous allez apprendre, puisque je sais que vous faites 2 stages de 2 semaines et demie, et que pour moi, c'est la chose la plus importante de l'année à moyen terme ou à long terme. Puisque c'est là que vous allez découvrir, pour ceux qui ne sont pas déjà allés faire des stages en classe, peut-être un certain nombre de vous l'ont fait, un certain nombre de points de questions, de points d'appui, de discussions que vous allez beaucoup travailler l'année prochaine quand vous serez en fonction, à mi-temps, et qui sont non répertoriables directement dans la qualification universitaire, académique, ou dans les écrits que vous allez devoir rendre pour être évalué. Ma question de ce matin, elle est là, c'est-à-dire de penser un peu au-delà de la préparation immédiate, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on doit apprendre sur le terrain qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. Alors que toute votre année va être validée sur l'écrit, sur l'oral, je dirais, qui est comment on dit, apprendable, qui peut s'apprendre, ça se dit pas, qui peut s'apprendre dans l'écrit, puisque c'est une règle de la fonction publique. Le concours doit pouvoir être ouvert à des gens qui n'ont pas fréquenté les SP, qui ne sont pas allés dans des classes, et qui le présentent en candidat libre, c'est-à-dire à partir de ressources qui sont strictement des ressources orales écrites. On ne peut pas évaluer des choses qui ressembleraient à un début de compétences professionnelles au concours. On peut évaluer de la compétence en discussion didactique, mais pas ce qui va faire, au bout du compte, un enseignant du primaire. On est en France. On est en France, c'est un pays où ce qui est prioritaire dans l'existence et dans l'avenir de beaucoup de gens, c'est les peaux d'âne.
c'est la consécration des niveaux de diplôme, beaucoup plus que des contenus de savoir. C'est ceux qui sont transmissibles dans des dissertations, dans des résumés, dans des dossiers, dans de l'écriture, qui peuvent s'oraliser et se discuter, mais c'est ça qui fait faire la qualification en France. C'est pas partout comme ça dans le monde. Il y a des lieux où la compétence, le savoir-faire professionnel, empiriquement reconnu, est immédiatement qualifiant parce qu'il y a des groupes de gens qui le constatent et qui font que vous êtes promu de cette façon-là. En France, le niveau de diplôme est tellement important que quel que soit on en discutait, le Master 2, le master que vous avez obtenu, à la limite, il vaut qualification pour l'équivalent d'un master MEF. Ce qui est une absurdité quand on y réfléchit 2 secondes. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez fait un master de biologie moléculaire excellent que ça vous donne un niveau de master d'éducation équivalent. Mais c'est la France. Alors, on va essayer de prendre un petit peu les choses à rebours, parce que c'est un des points qui m'a le plus tourmenté tout au long de ma carrière et qui est le point sur lequel j'ai eu du mal à résoudre les contradictions entre ce que nous impose le système et ce que nous demande un projet de formation. Votre projet de formation pour vous. C'est-à-dire comment vous allez pouvoir tirer profit à travers ces contraintes, je trouve un peu lourdes, d'obligations de formation institutionnelle, comment vous allez trouver des créneaux pour préparer réellement, vous préparer réellement à ce qu'on appellera le métier. Alors, je dois vous dire que ce n'est pas un problème qui est ancien, qui est récent dans l'éducation, puisque moi, je fais beaucoup d'histoire de l'éducation. Mon projet en histoire de l'éducation, c'est toujours d'essayer de voir comment les enseignants de terrain ont constitué des savoir-faire qui se sont transmis et qui ne sont pas ceux qui ont été décrétés par Jules Ferry, Jean Zay, etc. Bon, c'est de voir, ni par les syndicats, mais de voir comment dans les classes se sont construits des modes d'action qui ont été très vite partagés, qui se sont diffusés ou pas diffusés. Il y en a qui ont échoué, puis il y en a qui ont réussi. Par exemple, pourquoi dicter question a perduré à travers les siècles, alors même que tout le monde en disait du mal, les ministres, les didacticiens. Je pense toujours que quand une population entière continue de pratiquer quelque chose qui est scientifiquement décrié, politiquement critiqué, etc., c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Je ne veux pas dire que les raisons qu'on donne sont forcément bonnes, mais il y a une bonne raison à ça et il faut aller y voir. Donc, par exemple, un de mes derniers travaux dont j'ai été très émue parce que j'ai trouvé des choses que je n'imaginais pas, c'était d'étudier dans les cahiers d'élèves entre 1880 et 1968 900 dictées pour voir comment étaient pratiquées les dictées au fil du temps et tout ce qu'on dit sur la dictée, par exemple, qui est que c'est horrible parce que 5 fautes 0. Je découvre que dans les cahiers, les dictées ne sont pas notées. Jamais avant l'année de certificat d'études dans le cahier mensuel, c'est-à-dire une fois par mois. Le reste du temps, on met les enfants comptent leurs fautes, corrigent dans le texte, le maître met mal, très mal ou très bien, mais pas de notes. Donc tout ce qui fonctionne à l'examen du certificat d'études ne fonctionne pas dans la classe. Et ça, jamais les didacticiens ne l'ont cru. Ils ont toujours cru que la dictée pratiquée en classe était la dictée du jour de l'examen. Je découvre que toutes les dictées sont préparées pratiquement. Ce sont des leçons qui ont déjà été vues en histoire, en géographie, et que le maître redicte pour faire mémoriser le texte de la leçon. Donc elles sont très très longues. Et puis après je découvre, après les années 1920, il y a des livres d'histoire, de géographie, donc on arrête avec ces leçons dictées, que la dictée, elle est un chaînon entre la lecture, les lectures de la semaine et puis la rédaction qu'on doit faire le samedi une fois tous les 15 jours.
Par exemple, février-mars, on est sur les animaux familiers, donc il va y avoir 4 leçons, 4 lectures sur les animaux, mon chat, mon chien, l'âne, la chèvre blanche, tout ce que vous voudrez, une dictée sur un animal, et puis après on doit décrire votre animal familier, votre chat, votre chien. C'est-à-dire que les enfants ont déjà écrit pratiquement, ils ont lu et ils ont écrit tous les mots qu'ils vont employer dans leur rédaction. C'est-à-dire qu'on a affaire à un mode de fonctionnement empirique, extraordinairement structurant, aidant pour les enfants, mais qui est absent totalement des prescriptions, des discours de l'institution, et qui va être complètement ignoré par, je dirais, les prescripteurs, les rénovateurs de l'école. Et ça m'intéresse toujours de voir ce que les enseignants ont inventé, inventent, continuent d'inventer, et qui est d'une certaine manière ignoré de l'institution, voire même dénié par l'institution, dans un mode de fonctionnement où vous êtes aujourd'hui et qui est un mode de fonctionnement prioritairement descendant de la science universitaire vers le savoir de la classe. Ce contre quoi je m'insurge violemment. Maintenant que je suis en retraite, je peux le dire. Je pense qu'il faut, je vais y revenir, les savoirs académiques et les savoirs de la recherche peuvent être utiles, ils peuvent aussi être nuisibles. Et c'est contre ces nuisances que je voudrais aujourd'hui vous prémunir. Premier point, donc, m'intéresser aux différents types de savoirs que vous allez fréquenter au cours de votre année scolaire, votre année universitaire, pardon, dont les premiers sont évidemment les savoirs académiques, je dirais, classiques. Vous avez passé votre concours avec maths français, si j'ai bonne mémoire, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et là-dedans, évidemment, il y a toute une série de contenus de savoirs qui font partie des savoirs de l'école, que vous aurez enseigné plus tard. Il vaut mieux que vous soyez d'un bon niveau de 3e, en gros, pour pouvoir enseigner les maths jusqu'en CM2. C'est sûr qu'il ne faut pas que vous ayez trop de doutes sur les modes de fonctionnement de la proportionnalité, il faut réviser pour ceux qui ont oublié tout ça. Il faut l'apprendre. Il faut le réapprendre, il faut savoir faire les exercices. Pareil en grammaire. Il vaut mieux que vous ne confondiez pas participe présent et participe passé. J'en ai vu au concours qui confondaient. Sur l'accord, bon, on va voir. Sur les accords de participe passé, c'est un autre problème. Aujourd'hui, vous savez que dans les évaluations, on sait que plus de la moitié des erreurs d'orthographe des enfants en 6e, c'est sur ces terminaisons en ER, AIT, ES, enfin bon. Là-dessus, le fait que vous ayez une sécurité complète sur ce que sont ces savoirs grammaticaux, par exemple, orthographiques, ou même syntaxiques, c'est très important pour votre sécurité ultérieure dans la classe et aussi pour le jour de concours. Là, de ce côté-là, les deux points marchent de pair. En revanche, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que, et pour vous et pour les enfants, il y a un grand écart entre le savoir, je dirais, discursif, la capacité d'énoncer une règle de grammaire, et puis la capacité procédurale. Le fait que vous sachiez spontanément mettre... Non, là, j'oublie le S... je ne sais pas dire pourquoi, mais là, je sais qu'il y a une erreur. Et vous verrez dans la classe, c'est un des points extraordinairement importants. Il y a des enfants qui ne font pas d'erreur, mais ne savent pas vous dire pourquoi. Ou savent que là, ça ne va pas. C'est pas comme ça, mais ne savent pas dire pourquoi. Puis il y a des enfants qui savent réciter des carnets. Quand je suis arrivée, je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai été institutrice débutante pendant 1 an. Je ne suis jamais devenue une bonne institutrice, mais je voulais savoir ce que c'était que débuter dans le métier, puisque j'avais à former des gens qui allaient débuter dans le métier. Et là, je suis arrivée dans une classe où les enfants avaient depuis, c'était un CM2, depuis le CE, ils avaient ce qu'on appelait les cahiers de règles, où ils copiaient des règles de grammaire.
Et la chose qui m'a absolument sidérée, et j'ai discuté avec les collègues qui me l'ont confirmé, c'est qu'il n'y avait pas de corrélation entre la compétence des enfants à réciter la règle et à appliquer la règle. Vous aviez des enfants qui savaient très bien réciter et qui continuaient de faire des erreurs en permanence, et vice-versa. Alors, il y en avait pour qui il y avait correspondance, ils étaient nuls partout, ou ils étaient bons partout, mais il était impossible de dire à partir de l'expérience de cette école, puisque ce n'était pas une expérience de classe, c'était suivi le cahier était suivi d'année en année, jamais regardé, jamais corrigé par les enseignants, c'était comme un projet d'école, si vous voulez. Personne ne pouvait dire que ce projet d'école avait une efficacité dans l'apprentissage. Il occupait bien le temps, ça c'est sûr. Et puis, il donnait satisfaction aux parents, ce qui est un point très important. Et il donnait un sentiment d'école respectable, où on fait attention à ces choses-là. Mais est-ce qu'il était efficace pour le travail de la classe? Personne ne pouvait le dire. Il aurait fallu faire une étude pour le faire. Il aurait fallu un chercheur. Mais quand on est enseignant, on n'a pas le temps de faire des recherches. On doit faire la classe le lendemain. Ceci étant, ça veut dire que tous ces savoirs académiques, alors je passe histoire, géo, vous ferez, ou choisirez un dossier, ou sciences, ou ce que vous voudrez. Vous avez à maîtriser des savoirs académiques qui sont ceux donnés par le niveau d'école primaire. Alors, c'est intéressant parce que vous avez fait des spécialisations en licence, généralement, et le point très intéressant, c'est que vous allez être des polyvalents. Et la tentation immédiate de tout le monde, c'est de renforcer sa zone de compétence. C'est-à-dire que vous avez envie d'en savoir plus dans là où vous en savez déjà beaucoup. On a fait une enquête extraordinaire qui m'a beaucoup surpris aussi. C'était à l'UFM de Versailles, dans les années 90, disons, sur les livres empruntés à la bibliothèque. Et on avait fait une interrogation auprès des stagiaires avant, en leur demandant, en début d'année, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il fallait qu'ils lisent, qu'ils empruntent à la bibliothèque. Tous avaient répondu, enfin, une grande majorité, que bien sûr, il fallait qu'ils lisent les choses dans lesquelles ils ne savaient pas. Il fallait faire du rattrapage de niveau, il fallait qu'ils confortent leurs points faibles, etc. Puis quand on regardait, au mois de janvier, les livres qu'ils avaient effectivement sortis, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que ceux qui avaient fait des licences de sciences sortaient des livres de sciences, parce que c'est ça qui les intéressait. Ceux qui avaient fait des études de lettres avaient emprunté des romans, avaient regardé... ceux qui avaient fait de la linguistique, alors ils étaient sur la grammaire, ils étaient enchantés. Ouais. Et c'était difficile de discuter avec eux de cette question-là, qui a fait que d'ailleurs, à un moment donné, même les syndicats avaient pris en compte le fait est-ce que c'est une bonne idée de conserver la polyvalence ? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas penser une spécialisation en 3 grands domaines, sciences, lettres, et puis le reste, comme d'habitude, dont on ne sait pas ce que c'est le fourre-tout qui ne rentre pas ni dans les 2 premières catégories, de manière à penser des binômes, au moins en cycle 3, et puis bon, irréalisable démographiquement parce qu'on ne trouvera jamais, on trouvera beaucoup trop de gens en lettres et pas assez en sciences, donc on garde la polyvalence parce qu'on s'y résigne, sauf que les enquêtes là, il y a eu une très grande enquête qui avait été menée par le syndicat, le SNUIPP, montrait qu'il y avait une satisfaction de la polyvalence, même avec le sentiment des manques, parce que c'est celui de la maîtrise du temps. C'est-à-dire que quand vous êtes prof de secondaire, vous êtes sauvé ou interrompu par le gong de chaque heure ou chaque 2 heures. Quand on est à l'école primaire, on habite une classe et on habite le temps de la classe. Et que, si on n'a pas fini ça, on va le faire après la récré. Hein, et puis on n'a pas fait aujourd'hui, on fera demain. Je veux dire qu'il y a une contrainte et en même temps un profit extraordinaire de faire plusieurs choses en même temps, dans un temps dont on a la maîtrise.
même s'il y a des emplois du temps, même si les jours où vous avez des visites, il faut faire semblant de respecter l'emploi du temps, mais tout le monde sait bien que il y a des marges. Il y a des marges au point que d'ailleurs on peut s'en inquiéter parce qu'il y a certaines disciplines qui disparaissent. Donc ça demande beaucoup de vertu. C'est un avantage qui demande aussi un surinvestissement. Mais c'est vrai qu'on fait du vocabulaire en histoire. C'est vrai qu'on fait du vocabulaire en biologie. C'est vrai qu'on fait de l'écriture en instruction civique. C'est vrai qu'on travaille multidisciplinairement de façon consciente. Et la question, c'est de savoir comment le faire voir et même en être conscient soi-même. Une chose aussi qui m'avait beaucoup amusée quand on remonte dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, par exemple, lecture, le nombre d'heures en lecture diminue, tout simplement parce que quand on lit en histoire, quand on lit en géographie, quand on lit en sciences, parce qu'on lit, on a des manuels et on les lit, c'est pas de la lecture, c'est de l'histoire, c'est de la géographie. Alors qu'avant, le manuel de lecture est un manuel qui contient toutes les disciplines, c'est un manuel unique où on a la leçon sur le houblon, puis le lendemain la leçon sur l'hygiène d'ouvrir les fenêtres, et puis après il y a une leçon sur la géographie de la Lorraine. Et tout ça, c'est le livre de lecture. Et les didacticiens du français ont interprété ça comme une diminution des horaires de français, ce qui était faux, évidemment. Mais parce qu'ils n'ont pas ce que j'appelle la pratique de classe. Alors, vous avez une deuxième série de savoirs que vous allez travailler beaucoup cette année avec vos profs de discipline, c'est ce qu'on appelle tous les savoirs didactiques. Alors, les savoirs didactiques, ça ne concerne plus les contenus, seulement les contenus d'enseignement, maths, français, histoire, géo, etc., ceux que vous avez appris dans le secondaire, mais ça concerne tout ce qui concerne, par exemple, les programmes. Programmes de quel niveau? Ça concerne les progressions que vous allez trouver dans les manuels ou que les profs vont vous expliquer. Ça concerne les situations d'apprentissage. Comment on va introduire le passage aux décimaux, par exemple. Est-ce que je vais choisir une situation où on va partir uniquement des nombres et puis on va apprendre faire une division qui ne se divise pas et il faudra descendre en dessous de 0, ou est-ce qu'on va dire, ben voilà, regardez ce petit livre-là, si on mesure, ça fait 1 centimètre l'épaisseur de la tranche, puis il y a tant de pages. C'est quoi l'épaisseur d'une page? Ça, c'était les exemples de Brousseau de l'école de... On a une situation complexe et on va essayer à partir d'une situation complexe de demander aux enfants de se débrouiller avec ce qu'ils ont pour inventer un système qui, au bout du compte, parviendra aux décimaux. Ou alors on enseigne les décimaux directs, on ne va pas perdre du temps avec les trifatoires. Vous voyez, tous ces domaines-là sont des domaines qui sont ceux des didactiques disciplinaires. Alors, dans l'école, pour la formation de l'école élémentaire, la naissance des didactiques disciplinaires, elle est récente. Elle date des années 1970, à partir du moment où on appelait ça avant pédagogie spéciale. Pédagogie de l'histoire, pédagogie de la géographie, mais ça se faisait un petit peu à la force, comment dire, à l'expérience des enseignants des écoles normales. Mais c'est devenu des disciplines scientifiques labellisées universitairement avec des recherches, des tonnes de recherches, avec des thèses, avec des débats, avec des propositions contradictoires, avec un cumul de résultats. Et aujourd'hui, les didactiques, même si elles ne sont pas encore très reconnues de manière internationale disciplinairement, pas suffisamment aux yeux des didacticiens, ont une existence légitime. Alors par exemple, en France, la didactique des maths est labellisée internationalement. Elle a les matheux sont ceux qui ont le plus développé à cause de la création à cause des grandes réformes des années 60-70 et la création des IREM, des instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques, un accord entre universitaires chercheurs en maths et puis universitaires chercheurs en
enseignement des mathématiques. C'est moins développé dans d'autres disciplines. En histoire géo, par exemple. En linguistique, ça s'est développé très vite. En littérature, beaucoup moins. Il y a eu les dernières années, par exemple, tout un développement sur la question de la littérature enfantine et de sa place à l'école primaire. Et on a eu un moment où il y avait une option littérature enfantine au concours. Et tout de suite, ça a été formidable parce qu'en quelques années, on a vu les chercheurs des littéraires se mettre à faire des recherches sur l'enseignement des contes, de la BD, de la littérature pour enfants, constituer des corpus, et à faire des thèses là-dessus. C'est très intéressant de voir comment en France, il faut qu'il y ait une contrainte institutionnelle pour qu'immédiatement on commence à constituer comme objet de savoir légitime des recherches qui jusque-là pouvaient exister, mais n'étaient pas considérées comme légitimes. Alors, là, toutes ces recherches sur la didactique vont vous servir pour votre mémoire de master l'an prochain, vont vous servir pour le concours, parce que dans les épreuves de concours, il y aura une exigence qui vérifiera votre compétence. Ça peut se lire, ça peut s'entendre, ça s'apprend en lisant les programmes, etc. Et puis, il y a un troisième type de savoir qui sont plus les savoirs, ça c'est les savoirs de l'école, ce que je veux dire, les contenus de savoir et puis les modalités d'enseignement spécialisées disciplines. C'est les savoirs sur l'école. Alors là, ça fleurit. Je veux dire, il y a la psycho de l'enfant, psycho de l'apprentissage, psychanalyse des familles, la sociologie. Bon, vous avez toute une série de l'anthropologie des systèmes scolaires, vous avez les questions d'évaluation, c'est un domaine en soi, la question des comparaisons internationales des systèmes scolaires, tout ce qui est des savoirs qui traitent de l'éducation, qui traitent de l'école, qui traitent des relations société-école, famille-école, c'est des bibliothèques. Au début, je croyais que j'arriverais à me donner un savoir suffisant, puis je me suis rendu compte que c'était sans fin. Et en plus, ça se renouvelle tout le temps. Alors, vos profs vous en feront des résumés efficaces, j'espère, mais vous sentez bien que c'est des choses qui font partie de ce qu'on a besoin des débats de société sur l'école. On a besoin de la médiatisation des débats sur l'école. Ça va vous apprendre à problématiser, à interpréter, à commenter, à discuter, à essayer de comprendre pourquoi les enjeux de l'école ne sont pas simplement des enjeux de faire que les enfants apprennent, mais c'est un lieu politique violent aujourd'hui dans les constructions à la fois d'identité nationale, internationale, de la laïcité. En descendant l'escalier, j'ai vu les plaques déposées sur la laïcité à la française, qui n'est pas la même quand je vais dans d'autres pays, et qui constituent des modalités extraordinairement importantes, des savoir-être à l'intérieur de l'école, mais sur lesquels, je dirais, les choses ne sont pas closes. Il y a de la décision, il y a du savoir institutionnel, et en même temps, il y a des ouvertures interprétatives sur lesquelles les gens, on peut être en débat. Alors, une fois que vous avez tout ça, peut s'apprendre en lisant, en écrivant, en écoutant, en reformulant, en regardant des vidéos, etc., on n'a encore pas besoin d'être allé en classe. Et moi, mon problème, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre dans les stages, dans vos 2 stages de l'année qui vient, que vous ne pouvez pas apprendre ailleurs. Dans tous. Alors, vous allez peut-être lire des récits de vie de classe en écriture, mais ce n'est pas ça qui permet d'aider à faire classe. C'est qu'est-ce que vous allez essayer de trouver dans les moments où vous serez en observation ou, je pense, aussi en action, puisque vous allez, dans les 2 semaines et demie de stage, je pense qu'il y aura un moment où vous ferez classe.
et pas cours. C'est la grande différence. Hein. En primaire, on fait classe. Dans le secondaire, on fait cours. Et réfléchissez à ça, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Vous la sentez, mais vous ne la savez pas forcément de manière claire. Alors, ce que vous allez découvrir dans la classe, c'est la manière dont s'articulent en permanence, d'une part, les domaines de savoir dont je viens de parler, ce que vous savez, ce que vous pensez, ce que vous attendez des enfants, ce que vous prévoyez, enfin tout ce qui fait partie du cognitif, on dirait, hein, de ce qui est étudié par les sciences cognitives, qui sont le grand modèle aujourd'hui, hein, mais aussi ce que vous voulez, c'est-à-dire ce que vous prévoyez, vous organisez, vous désirez, vous espérez, puis même aussi ce que vous aimez, ce que vous détestez, ce que vous supportez pas, ce que vous adorez, ce qui est du domaine de vos croyances, de votre personnalité, qui sont pas du tout seulement du domaine du cognitif, mais ce qu'on appellerait maintenant chic conatif, je crois. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais enfin c'est ces machins-là. Il y a des sciences cognitives, bien sûr, les soft skills, en ce moment, ça déferle, la bienveillance, c'est l'objet de thèse aussi. Bon, on va essayer de dire, d'un côté, il y a de la rationalité, puis de l'autre, il y a du relationnel, de l'affectif, de l'émotionnel, et tout ça, dans la classe, doit coexister harmonieusement, et c'est vous qui faites la synthèse. Alors, moi, ce que j'ai constaté dans ma vie professionnelle, c'est que consciemment ou inconsciemment, quand on agit dans la classe, je dirais on doit réagir au quart de tour. On n'a pas le temps de s'arrêter sur une difficulté pour l'étudier et pour trouver une solution. Parce que les enfants sont là. Et puis l'heure de la récréation va bientôt sonner, et puis il faut que je pense, est-ce que je suis dans les temps? Non. Combien? Oui, ça va. Comment je gère les urgences contradictoires de mon projet, de ce que j'ai prévu et puis de ce qui est en train de se passer. Alors, le modèle dominant actuellement, me semble-t-il, est un modèle qui est quand même très descendant. Du fait que vous faites des études universitaires et que vous allez être estampillé universitairement, que vous serez masterisé, et qu'après, certains d'entre vous même démarreront des thèses, ce qui est formidable, et qu'après vous serez docteur, et puis qu'après, ben, vous aurez après vous chercherez peut-être un poste à l'université, c'est pas sûr que vous en trouviez un, ça dépend de la conjoncture, mais enfin, vous serez un chercheur, et que l'an prochain, avec le M2, déjà, on va vous initier à ce que c'est que la recherche en éducation. D'une certaine manière, il y a une contradiction, une tension, alors certains diront qu'elle est fructueuse, entre les objectifs d'une recherche, qui est toujours de déterminer un objet, d'écarter ce qu'on ne veut pas traiter en essayant de trouver des situations où ce qu'on ne veut pas traiter ne va pas interférer avec l'objet qu'on étudie, de définir une méthodologie de travail, un calendrier de recherche, et vous sentez très bien que tout ça n'a rien à voir avec ce qui sont les contraintes et urgences multiples de l'action en classe. Et ce que vous allez découvrir dans les stages, c'est ça. C'est la manière dont interfèrent en permanence des contraintes qui sont totalement hétérogènes les unes aux autres. Est-ce que la chaudière est en panne ce matin? Il va falloir encore regarder les anoraks dans la classe. C'est la deuxième fois que ça se passe. Qu'est-ce que fout la mairie? Bon sang de bon sang. On va encore faire une pétition auprès des parents. Je veux dire que ça n'a rien à voir avec la didactique, hein, ni avec... Mais on va quand même faire une dictée, comme d'habitude, et là, il y aura des problèmes de didactique et des problèmes d'orthographe. Sauf que les contraintes de situation sont à gérer en permanence au jour le jour. Et puis on est mois de février, c'est pas du tout la même chose que si on est mois de septembre, ou que si on est à la veille des grandes vacances. Et que le calendrier n'est pas simplement une répartition du temps dans l'ordre des jours, il est aussi un vécu émotionnel, il est aussi le fait qu'on attend la sortie, il est aussi le fait que, ça y est, les jours sont de plus en plus longs et on allonge les récréations parce que les gosses en profitent un peu plus dehors, mais alors on n'a plus le temps pour faire ça.
que ma collègue de la classe d'à côté, elle gueule vraiment trop, je ne me supporte plus, enfin, comment on pourrait la faire taire, mais bon, je ne peux rien dire aux enfants, on fait semblant. Tous ces modes de fonctionnement collectifs, avec des enfants, avec d'autres adultes, avec des parents, dans une école qui n'est pas la même que celle de la voisine, ce que vous allez découvrir, c'est des singularités. Et je pense que la singularité du lieu où vous allez être, il faut que vous le perceviez. Parce que l'école française est d'une stabilité absolument incroyable. Partout où on va, on reconnaît la même chose. Et c'est ça qui fait la sécurité. Je suis allée faire une expédition merveilleuse à mon âge sur les pirogues du fleuve Maroni. Vous savez quel est le pays qui est la plus longue frontière avec la France? C'est le Brésil, 800 km. Je veux dire, quand vous posez la question aux gens, quel est le pays qui a la plus longue frontière avec la France, ils cherchent Belgique, Luxembourg, non. Allemagne peut-être, Italie, ah bon, ils ne pensent pas. Et alors, j'ai vu les écoles qui sont disposées le long du fleuve, puisqu'il n'y a pas de route, c'est la seule route. Vous rentrez dans une école, j'ai pris des photos, puis je les ai montrées au retour. Où on est, on est dans la banlieue parisienne, il y a le tableau vert, il y a la liste des élèves, il y a le règlement scolaire, il y a la fiche de la laïcité, il y a la cour de récréation, bon. On est en France. On est en France. Et en même temps, c'est pas la même chose. Mais entre l'école de Chamalières et l'école du Puy-en-Velay, c'est pas la même chose non plus. Et essayer de trouver qu'est-ce qui est singulier dans cette école-là, ça c'est une compétence d'enseignant. Les enseignants sauront vous dire, interrogez-les. Tu as été dans une autre école avant, comment c'est par rapport à l'autre? Vous dites jamais. Demandez-leur des expériences professionnelles où ils vous disent des éléments de singularité du lieu où ils sont. Ce qui est bien dans cette école-là, c'est qu'on a une équipe super. Vraiment, ça c'est. Sinon, j'y resterai pas. Ou au contraire, ce qui est terrible dans cette école, c'est que depuis qu'on a changé de directeur, c'est le foutoir. Voilà. Il ne fait pas le boulot par rapport à la mairie ou la directrice. Non. Ou alors, non, on touche une inspectrice cette année, on ne sait pas on sait pas à quoi on va s'attendre. Et vous allez passer en revue, non pas les dispositifs institutionnels, l'administration, les organigrammes qu'on vous a appris, mais comment ces choses-là interfèrent dans le travail quotidien de la classe. Qu'est-ce que ça apporte comme avantage? Qu'est-ce que ça apporte comme difficulté? Qu'est-ce que ça pèse? Qu'est-ce que ça soulage? Les relations avec les parents d'élèves étant un point absolument essentiel. Il y en a... Ça se gère calmement, tranquillement, sans souci. Au contraire, on a des mères hystériques qui viennent en permanence vous gratter la laine sur le dos et dire que vous n'avez pas fait ceci, pas fait cela, dans les beaux quartiers en particulier. Hein, c'est ça l'avantage des ZEP, elles sont quand même moins fatigantes. Quand on va regarder les stages à Paris, à Molitor, 16e arrondissement, c'était le quartier prolo du 16e, hein, c'est devenu chic. Et c'est vrai que quand les stagiaires sont envoyés dans les écoles d'application, les anciennes écoles annexes autour, dans le 16e arrondissement, bon, les pires, ils sont dans l'école privée, donc on est déjà soulagé de ces parents d'élèves-là. Mais ceux qui restent et qui se posent en permanence la question, c'est est-ce que je laisse mon enfant dans l'école publique ou est-ce que je le sors? Ils pèsent d'un poids sur les épaules des enseignants absolument gigantesques. Ça, c'est pas écrit dans les livres. Commencez dans cette école-là où vous allez être, c'est vous qui allez le trouver, et ça évolue dans le temps. C'est-à-dire que vous revenez dans une école 10 ans après, c'est plus la même école. Parce que les parents d'élèves ont changé. Parce que le personnel enseignant a changé, parce qu'on a introduit d'autres dispositifs qui font aussi que... je me rappelle une école de Cachan où je suis allée faire des ateliers il n'y a pas longtemps. J'y suis allée il y a 18 ans pour visiter un stagiaire. Il était en petite section. Je ne comprenais absolument pas ce que disaient les enfants. Mais pas du tout.
même en les prenant à part, ils ne parlaient pas, ou ils parlaient... 17 ans plus tard, ils parlaient bien. Enfin, je les comprenais. Elles m'ont dit, c'est parce que tu as fait des progrès. D'accord. Mais eux aussi. Et en fait, les progrès, je les ai constatés au moment où les parents amènent les enfants le matin. Il y a 17 ans, les parents parlaient aux enfants. Pose ton anorak. T'as ce qu'il faut pour midi, t'oublies pas ça. Allez, vas-y. Maintenant, les parents parlent avec les enfants. C'est très différent. C'est très différent. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que c'est la même cité, difficile de Bagneux, et qu'en même temps, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que les parents n'élèvent plus, ne communiquent plus de la même manière avec leurs enfants. Je ne sais pas. Il faudrait un chercheur, il faudrait faire une étude, mais on ne pourrait pas retourner il y a 17 ans. On pourrait peut-être trouver des modalités de travail qui permettraient une comparaison de l'évolution dans le temps, mais c'est quelque chose qui, pour moi, qui venait à deux moments... J'en ai parlé avec les instituteurs, oui, je dis toujours les instituts. C'est un métier que j'aime. Et ils m'ont dit, ben, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ça fait partie de leur savoir intuitif, même si ça n'a jamais été thématisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'articulation de tous ces savoirs institutionnels et de la gestion de la vie de la classe? Comment est-ce que les choses peuvent, s'accorder, entrer en ligne de compte? Est-ce que le modèle descendant, qui dit finalement ce que vous allez voir dans la classe, c'est la concrétisation de toute une série de choses que vous avez déjà lues dans les livres, ce qui est en gros le plus commode à penser. Et c'est ce contre quoi j'ai des doutes. Ce contre quoi, ça ne va pas? Non, ce pourquoi. Ce pourquoi j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que le risque permanent, et c'est là où je dis quelquefois les recherches qui peuvent aider. Je veux dire, moi je suis une chercheuse, je ne veux pas dire du mal, je ne veux pas scier la branche sur laquelle j'ai été assise, hein, toujours d'ailleurs si longtemps, mais où j'essaye de voir en quoi la recherche peut nuire. C'est quand on est dans un modèle applicationniste. C'est-à-dire où on demande en permanence, dans OM1 ou M2, enfin quand on fait les mémoires de maîtrise, aux gens de vérifier, aux jeunes qui arrivent et qui sont dans un lieu scolaire, de vérifier sur le terrain ce qu'ils ont lu dans les bouquins. Vous trouvez toujours, hein, on peut toujours trouver par exemple qu'effectivement c'est un problème, c'est le problème social des familles qui fait que les enfants échouent en classe. Ça, c'est pas difficile à vérifier. En permanence, vous avez des enfants de milieu populaire où on sait que les résultats de cette école aux évaluations de Cèdre sont inférieurs à ceux de l'école d'à côté. Et donc, c'est pas étonnant si Luis González, il n'apprend pas à lire. Voilà. Et en permanence, vous avez un risque qui est de transformer ce que j'appelle les corrélations statistiques en destin. Et c'est là-dessus que les enseignants, qui m'ont appris mon métier, m'ont mis en permanence en garde, en me disant toujours une chose qui m'énervait quand j'étais jeune prof, ça dépend. Je dis, mais quand il se passe ça, c'est à cause de ça ou à cause de ça? Et voilà, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ah, ben ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de tout, en fait. Ça dépend de l'âge du capitaine, hein, ça dépend des enfants, ça dépend des familles, ça dépend du moment, ça dépend de tout. Vous sentez que le seul modèle, finalement, scientifique qu'on a derrière, c'est le modèle de l'analyse clinique, c'est-à-dire l'analyse des cas, des situations de cas. Alors, la clinique, ça existe comme science. Mais c'est une science sans théorie. La théorie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une théorie, une bonne théorie? Une bonne théorie, c'est une modélisation abstraite
qui extrait des situations trop compliquées parce qu'il y a 100 000 paramètres qui jouent en même temps, des éléments constitutifs pour établir des liaisons qui sont des liaisons permanentes, alors qu'ils sont des liaisons de cause à conséquence ou des liaisons de moyen à fin. Voilà. Moyen à fin, c'est l'économie. Cause à conséquence, ce serait plutôt les sciences physiques ou les sciences de la nature. Mais les preuves qui sont données aujourd'hui sont toujours, presque toujours, seulement des preuves statistiques. Qu'est-ce qu'on peut faire des statistiques dans une classe? Vous avez les statistiques de PISA, vous avez les statistiques de les réussites des enfants à 10 ans de Teams ou de Pearls, vous avez les statistiques du ministère, vous avez les statistiques des psychologues, vous avez les statistiques qui disent que telle situation d'apprentissage prouve statistiquement que telle méthode de lecture produit telle chose. Et dans votre classe, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Rien. Parce que votre classe, elle est une classe singulière. Et que même si vous avez 80% de chance de ou de risque de, dans votre classe, vous ne savez pas où elle est dans l'échantillon. Et tel enfant, vous ne savez pas où il est dans l'échantillon. C'est-à-dire que ce qui fait la force des enseignants, et je dirais leur liberté aussi d'une certaine manière par rapport à tous les savoirs scientifiques, c'est que l'analyse clinique de leur situation de classe, il n'y a qu'eux qui peuvent la faire, et ils la font au fur et à mesure du travail ordinaire dans la classe. De manière très pifométrique souvent, en fonctionnant beaucoup, je dirais, à l'intuition, au bricolage, bon. Et pas du tout dans les normes de la rationalité exigée quand vous écrirez votre mémoire de M2. Quand on exigera votre mémoire de M2, il y aura du descriptif, mais il faut que vous arriviez à élaborer un discours qui soit un discours lisible par des gens de l'extérieur, lisible par des tiers, qui ne sont pas allés dans la classe, qui ne savent pas de quoi. Donc vous allez laisser tomber énormément de choses. Vous allez forcément faire des impasses. Vous allez par exemple reconstituer des discussions entre enfants, puis vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que si je racontais exactement le décryptage de ma bande, comment ça s'est passé, c'est incompréhensible à l'extérieur. Donc, on va alléger pour donner quelque chose qui est un scénario qui respecte ce que je pense être les points importants de la discussion entre enfants, mais qui laisse tomber les borborigmes, les diversions, etc., pour aller à ce qui est modélisable. Et là, on va mettre au jour des grandes constantes, des modes de fonctionnement que je peux référer à des théories existantes sur le marché universitaire, en psychologie de l'apprentissage, en sociologie de la culture, en anthropologie, en écologie de l'espace-classe, sur les méthodologies d'apprentissage, bon, etc. C'est-à-dire que vous allez choisir un angle d'attaque à travers lequel vous pourrez légitimer raisonnablement un certain nombre de choses. C'est très important, cette référence à un espace de discussion raisonnable ou rationnel qui est partageable. C'est pour ça que ce que je vous dis ne doit pas vous laisser penser que je dénie l'importance des savoirs universitaires. Au contraire, j'y suis très attaché, dans la légitimation de leurs fonctions et de leur savoir, et pas pour une utilisation que je dirais être celle des vulgarisations semi-habiles qu'on entend beaucoup à la télévision ou dans les raccourcis de radio, sur le débat sur les méthodes de lecture, en étant un des lieux les plus caricaturaux. Ça m'est arrivé souvent qu'on me demande, comme on demande à Roland et à Sylvie, qu'est-ce que vous pensez de telle méthode de lecture? Alors je dis, en combien de secondes? Parce que moi je dis, si c'est moins d'une heure, je ne peux pas. Bon, ça va. On me laisse tranquille. Quand on m'invite à la radio, j'ai trouvé un truc formidable. J'ai dit, vous savez, moi c'est un problème quand on m'invite à la radio parce que je suis obligé de réfléchir avant de répondre. Ça fait des blancs. Ah ben oui, d'accord. Alors on me laisse tranquille.
c'est ça le problème de l'écart entre ce qui est la lenteur et la complexité des recherches, et puis ce qui est leur instrumentalisation ou leur application dans des lieux où probablement ils sont indus, ils risquent d'être indus. C'est-à-dire où on transforme la science, non pas en savoir, mais en idéologie. Et là, les mémoires de M2 que j'ai lues l'an dernier me laissent penser qu'il y a une très forte pression de l'institution, mais je pense qu'à Clermont-Ferrand, il n'y aura pas, mais une très forte pression à la simplification qui produit des pseudo-résultats. Alors, que vous écriviez des pseudo-résultats, mais assez indifférents. Le problème, c'est que vous les inscriviez dans vos têtes. C'est qu'est-ce que vous allez garder comme espace de liberté dans vos têtes grâce au stage. Parce que c'est le stage qui vous apprendra, je dirais, la marge de... La théorie dans la classe d'emblée, ça ne marche pas. C'est ce que nous disent beaucoup les stagiaires. Ça ne marche pas. Heureusement que ça ne marche pas. Ça prouve... Si vous voyez que ça ne marche pas, ce qui m'inquiéterait, c'est que vous voyez que ça marche. Il y a eu une période où c'était la psychanalyse qui tenait le sommet de la théorie dans les écoles normales. Et j'étais complètement terrorisée parce que je voyais mes normaliens à l'époque qui voyaient dans les dessins d'enfants du complexe d'Oedipe partout. N'importe quel dessin que faisait un gamin en moyenne section de maternelle, pouf, ça on voit bien. On voit bien. Ah bon, moi je vois rien. Bah si quand même. D'après le livre que j'ai lu, d'après Manoni, Dolto, Freud, peu importe les références, on faisait dire à ce pauvre psychanalyste, il donnait une apparence de compétence interprétative sur quelque chose où le métier minimal était 5 ans de travail, plus une psychanalyse, etc. Et ce que j'ai vu de manière caricaturale avec la psychanalyse, parce qu'on aime bien les trifouiller dans les entrailles des enfants, et voir des blocages, des inhibitions et des complexes partout, c'est la même chose qui se produit avec d'autres sciences qui ont eu le haut du pavé. Alors pendant un certain temps, c'était la psychologie génétique de Piaget. Alors on voyait les stades partout. On voyait le passage d'un stade à l'autre partout. Et puis, ça a été la sociologie de la répétition scolaire. Elle fonctionne toujours bien. C'est les enfants des classes populaires étant moins dotés culturellement que les enfants des classes privilégiées, échouent davantage en classe. Donc, c'est normal que... Là, on voit bien que c'est de l'héritage social qui joue. Comment on le sait ? Je lui dis, mais il a un frère, ce gamin, et il est bon élève, le frère. Pourtant, ils ont les mêmes conditions sociales de réussite. Hein. Ah ben non, parce que la psychanalyse, il y en a un, c'est le cadet. Voilà. Vous sentez comment ce discours des pseudosciences devient un argumentaire de la légitimation de la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire une négation de votre propre liberté d'enseignant. Il y a un effet qui est très important qui s'appelle l'effet maître. L'effet maître, c'est ce qu'on ne sait pas expliquer par toutes les autres considérations. Et on sait qu'entre deux classes, alors là, il y a des gens qui connaissent très bien l'effet maître, c'est les parents d'élèves. Quand à la fin de l'année, ils disent « Moi, l'an prochain, pas avec Madame Machin, hein, surtout pas. Si vous pouviez quand même... Non, elle a déjà eu mon fils, donc il n'y a pas de raison. » Ils connaissent l'effet maître, les parents. Comment ils le connaissent? Pas scientifiquement. Qu'est-ce qui fait les réputations des enseignants dans les écoles? Comment vous allez faire dans l'école où vous allez aller pour vous renseigner subtilement pour savoir quelles sont les réputations des maîtres? Comment vous allez discuter, l'air de rien, avec les parents d'élèves à la sortie pour dire et l'an prochain? Comment vous allez trouver les tactiques? Parce que ce n'est pas des stratégies, c'est des tactiques sur le terrain qui vont faire en laissant parler les enfants, vous allez apprendre des choses sur le mode de fonctionnement de l'école. Chez Madame Foury, pas une mouche, on entend les mouches voler. Pas vrai. Chez vous, on bavarde, hein, me disaient mes élèves.
Qu'est-ce que ça veut dire de Madame Fourie, ce mélange d'admiration et de terreur? Parce que c'était les deux à la fois. Elle, c'était une maîtresse terrible. On l'avait eue et on avait survécu. Donc on avait fait la campagne de Russie, d'une certaine manière. On ne dirait plus jamais du mal de Napoléon. Vous voyez les relations d'ambivalence des enfants qui fait que les choses ne sont pas noires ou blanches. Alors, je vais vous poser un certain nombre... combien il me reste de minutes? Hein? Entre 10-15 minutes. 10-15 minutes. Alors, je vous raconte 3 expériences qui sont restées énigmatiques dans ma vie d'enseignante débutante, d'institutrice débutante. Une année, j'ai demandé à prendre une classe et j'ai eu. C'était compliqué parce que les profs n'ont pas le droit d'aller dans le primaire. Bon, j'ai eu. Un CM2. Alors, je venais de travailler avec les équipes de Hermel, l'Institut national de recherche pédagogique, qui n'existe plus, sur les problèmes de didactique des maths. Pendant 10 ans, j'ai été avec des matheux, travailler avec eux, et on avait sorti des bouquins de formation des maîtres, Hermel 1, Hermel 2. Alors maintenant, je suis arrière-grand-mère, je crois qu'ils en sont à la 4e génération des Hermel. Je pense que vos profs de maths vous en parleront, puisqu'ils ont été des instruments de travail, beaucoup pour la formation des formateurs, transformer des matheux en didacticiens des maths. Et on venait de faire le CM2, donc je le connaissais bien, je l'avais en partie écrit. Et immédiatement à la rentrée, en quelques secondes, j'ai su que ce n'est pas ça que je prendrais comme manuel de maths. Je continue de m'interroger sur qu'est-ce qui fait que la maîtrise scientifique, académique des savoirs des maths en CM2, didactique des maths en CM2, puisque j'avais participé à l'écriture d'un livre où on savait les programmes, etc., faisait que je refusais, enfin, je ne me sentais pas capable d'utiliser ce manuel comme guide pour mon année scolaire. Alors, un des éléments essentiels, faciles à dire, c'est que c'est un manuel qui demande en permanence de faire travailler les enfants en groupe. Et j'étais dans une école où jamais les enfants n'avaient travaillé en groupe. Et ils étaient en CM2. Et que apprendre à des enfants à travailler en groupe en CM2 alors qu'ils ne l'ont jamais fait, dans une école où on pense que c'est du temps perdu, c'est-à-dire avec le non-assentiment et le non-soutien des collègues, ça allait me demander 2 trimestres. Et on n'avait pas le temps de passer 2 trimestres. Alors je vous dis ça maintenant, parce que j'ai beaucoup réfléchi après, et je pense que ça a été un élément pifométrique de mon rejet, mais à l'époque, je n'ai pas su pourquoi, mais j'ai su que j'avais raison, sans être capable de donner les raisons. Ça, c'est un premier exemple de mes désillusions sur les savoirs, la force des savoirs didactiques, la suffisance des savoirs didactiques. Alors la deuxième, c'est le fameux exemple des dictées. À l'époque, je n'avais pas travaillé sur les dictées, je n'avais pas fait l'étude que j'ai faite l'an dernier sur mes 900 dictées. Mais je savais très bien que la dictée, c'est un rêve de débutant. Pendant un moment où vous dictez à une classe, une paix, tout le monde qui gratte, les gamins les plus tête en l'air, concentrés. Alors, moi je préparais les dictées, bien sûr, on ne faisait pas des dictées qui tombaient du ciel, on reprenait Momo, on faisait en lecture suivie, on faisait Momo, c'était merveilleux, les gamins adorent qu'on leur lisait à voix haute des textes en classe. Les CM2, pourtant, ce n'est pas des CP, ce n'est pas des grandes sections de maternelle. Oui, non, mais moi, j'aimais bien lire à voix haute et ils aimaient bien m'écouter. Donc, je trouvais que c'était une raison suffisante de culture. Et on prenait un passage de Momo en dictée. J'ai même fait une chose encore plus horrible, c'est que c'est l'année où j'étais, c'était Marguerite Duras venait d'avoir le prix Goncourt pour L'Amant. C'est un beau livre. Je venais de le lire, et il y a une description du Mékong dans les premières pages sur les fleuves d'Asie qui renverseraient des cathédrales, etc. Et j'avais pris un petit extrait qu'on a appris par cœur en classe et qu'on a fait en dictée.
Et les enfants ont entendu la prose de Marguerite Duras. Et quand on a travaillé sur la peur à la fin du 2e trimestre, je leur ai lu entre les cauchemars, les peurs, enfin il y a toute une série de textes là-dessus, le texte tiré de l'amant où la petite fille est poursuivie par une mendiante. Elle se rappelle de ça et la peur, elle arrive chez elle dans la nuit et elle perd elle ne peut plus parler pendant 3 jours. Et après, elle bégaye. Et le moment où j'ai lu ce texte sur la peur de la petite fille poursuivie par la mendiante dans la nuit de Calcutta, je crois, un petit garçon, LDR de Magalèche, a levé le bras et m'a dit « Madame, vous nous l'avez déjà lu ?» Non. Ben non. Ben non, quand LDR... Si, rappelez-vous, on se rappelle bien, c'était le début de l'année, vous nous l'avez lu avec le fleuve. La Dame du fleuve. J'ai jamais dit le mot de Marguerite Duras en classe, parce que mes collègues à la récréation, il y en a un qui avait dit on n'irait pas écrire, quand même lire des choses comme Marguerite Duras à des enfants. Alors, j'ai dit ben non. Donc il n'y avait pas le nom de l'auteur. Il avait entendu la prose de Marguerite Duras, et oui, la Dame du fleuve. Puis il a passé à la télévision, elle est moche, elle est grosse. Ah, mais c'est pas vrai, parce que c'est une jeune fille, on l'imaginait comme une belle jeune fille. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors j'ai dit, vous êtes trop petit, vous lirez quand vous serez plus grand. Alors je raconte un peu l'histoire. Et à la fin, le Chinois il dit qu'il l'aime toujours. Ah bon, alors c'est un beau livre. Je vais dire à ma maman de me l'acheter. Non. Bon. On s'est les dictées, préparées, Marguerite Duras, La Fontaine, et Momo. Et les enfants aimaient ça. Simplement, c'était une classe nulle quand même. Ils avaient des notes catastrophiques. Donc, on a inventé un système. Comment on pourrait faire pour que... Alors, on mettait une note pour la dictée, puisque là, il fallait noter, et puis une note pour la correction de la dictée. Et ceux qui corrigeaient parfaitement leur dictée, ils avaient une 2e note et on faisait la moyenne. Comme ça, tout le monde pouvait avoir la moyenne. Et en particulier, il y avait 2 enfants dans la classe qui étaient des enfants handicapés et qui avaient toujours 10 sur 10 à la correction de dictée. 0 à la dictée. 10 sur 10 à la correction de dictée. Je ne sais pas pourquoi. Il aurait fallu un chercheur qui me dise quels étaient le type de symptômes. Et une fois, j'ai des conseillers pédagogiques qui sont venus me voir dans ma classe et qui m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était exagéré. J'ai dit oui, mais c'est à cause de Catherine et Charlotte. Parce que comme ça, Catherine et Charlotte, toutes les semaines, elles ont un 10 sur 10. Ce n'est pas un argument didactique très costaud, hein. Mais du point de vue de la relation de la classe, ça me semblait, je ne sais pas pourquoi, ça me semblait vital. De tenir ces 2 gamines, par ailleurs exclues de beaucoup d'activités scolaires, dans le flot de la classe sur des activités standardisées, c'est-à-dire les mêmes que les autres. Pas différentes des autres. Alors, vous sentez bien que là, on n'est plus on est dans les bricolages. Et vous allez voir ça dans les classes où vous allez aller. C'est-à-dire des contradictions. Des enseignants qui font une chose d'un côté, puis il vous semble qu'ils font une chose contraire de l'autre. Et les raisons ne se situent pas au même niveau d'explicitation, ou au même niveau de rationalité, ou simplement sur des considérations d'apprentissage. Vous allez arriver dans une école qui en ce moment subit des pressions énormes du côté des processus d'évaluation. Et des processus d'évaluation normalisés, avec, je dirais, une pression du court terme. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est, on met en place, on constate une erreur, ou un problème, ou une difficulté, il faut mettre en place un dispositif, et le dispositif, dans les 15 jours qui viennent, c'est comme les caissières à prix unique. On a montré que le taux de productivité a monté. Et bien, dans la classe, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des choses, on les sème et on les récoltera dans 2 ans, 3 ans, peut-être jamais. Peut-être on les récoltera, mais personne ne le saura. Et là, il y a un vrai conflit entre ce qu'impose la norme du système et les directives ministérielles, et je dirais appuyées sur des savoirs scientifiquement labellisés, ou qui se donnent comme tels. Et ce que on veut,
on ne supporte pas ou on accepte de faire dans la classe. Et ça, il n'y a que vous qui pourrez dire ce que vous jugez acceptable, supportable, pas acceptable. Et vous sentez très bien à quel point le fait que vous puissiez accepter ou supporter dépend énormément de vos collègues. Énormément. Plus on est en collectivité, en accord d'équipe à l'intérieur d'une école, plus c'est facile de dire « oui, mais nous, dans cette école, on fait comme ça ». Si vous êtes tout seul à défendre un point, faire lire Marguerite Duras à vos élèves, c'est pas grave ça, c'est pas important, c'est marginal. En revanche, sur le problème du travail en groupe, j'ai cédé. Moi, je pensais faire du travail en groupe. J'ai cédé parce que je n'étais pas dans une position de relation de confiance ou de force, de rapport de force, pour pouvoir instituer en un temps bref, puisque je savais que l'année prochaine, on me renverrait faire l'école normale, la formation du premier degré, je ne pouvais pas mettre en place quelque chose de durable. Donc, je laisse tomber. Vous aurez ce problème avec l'an prochain, avec votre binôme. Si vous êtes dans une école pour 1 an, qu'est-ce qu'on ajuste, qu'est-ce qu'on n'ajuste pas, qu'est-ce qu'on a le temps d'essayer, qu'est-ce qu'on n'a pas le temps d'essayer, qu'est-ce qu'on va quand même essayer, parce que quand même, on a le droit. Mais en sachant que la question, c'est une question d'énergie. Moi, toute ma question, elle est que vous pensiez votre action dans la classe et votre regard sur les élèves en balance d'énergie. Alors que quand vous lisez les livres de didactique, quand vous lisez les livres de sciences, quand vous lisez les livres de psycho, là, jamais on dit qu'est-ce que ça coûte en énergie. Et quand vous avez quelquefois des gens qui vous disent qu'est-ce que ça coûte en temps, méfiez-vous, généralement, ils n'ont pas prévu un temps suffisant. Par exemple, Hermel, on disait toujours le temps que ça demandait, mais c'était un temps qui avait été testé avec des maîtres d'application dans des classes qui tournaient toutes seules. Donc, dans des classes lambda, c'était 1 fois et demie. Donc, on ne pouvait pas faire ce qui était prévu. Et on n'avait pas voulu mentir, mais on était parti d'une recherche, dans des conditions qui sont des conditions favorables à une recherche. Alors, ce qu'il faut que vous pensiez pour votre stage de cette année, c'est comment garder trace. Comment garder trace de ce que vous allez voir et faire dans la classe. En 2 semaines et demie, c'est minus. C'est quoi? C'est 10 grosses journées. Et puis, il y aura des moments où vous allez faire des choses. Vous allez prendre la classe. Alors, pensez d'abord à regarder... Alors, moi, mon modèle, c'est devenu le modèle des infirmières. C'est elles qui m'ont... les infirmières en reconversion qui sont devenues enseignantes, elles m'ont appris comment, à l'école d'infirmières, on leur apprenait les protocoles d'organisation du travail. Dans quel ordre on doit mettre les médicaments pour que quand on arrive vers le malade, on n'ait pas de soucis, on ne se trompe pas, et que ce soit tout prêt. Et vos préparations... Souvent, les débutants pensent que la préparation, c'est beaucoup de travail sur les contenus et puis sur la programmation, objectif. Et ils se trompent. Parce que le problème n'est pas de dire qu'est-ce que je vais faire, mais c'est qu'est-ce que je vais leur faire faire. Et dans quel ordre? Et qu'est-ce qu'il faut? On va faire un travail sur la symétrie, il faut des ciseaux. Il faut des ciseaux pour tout le monde. Attention, il y a 4 gauchers dans la classe. Comment on va faire avec ça? Il y a des ciseaux pour gaucher. Bon, vous voyez la différence d'entrée? 3 minutes, la dernière expérience, celle-là, elle est restée sans solution. Je fais une promenade scolaire. Les enfants sont à Versailles, un milieu très mixte, les fontainiers de Versailles, qui sont dans des conditions épouvantables, les enfants des CRS, les sous-offres de Satori, et puis les hôtels particuliers et les gens qui vont en chasse en Sologne. C'est une classe formidable pour moi, qui suis débutante, de voir la diversité des modes de fonctionnement. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ne sont jamais allés à Paris. Alors on va prendre le train pour aller à Paris, on ne va pas prendre un car. On va aller à pied jusqu'à la gare, on va faire le calcul d'avance, prendre des billets, on va descendre à Orsay,
On verra de loin la Tour Eiffel, on traversera, on verra la place de la Concorde, on remontera le Louvre, on arrivera à Notre-Dame, on visitera Notre-Dame. Si on a le temps, on ira au mémorial de la Shoah, si on a le temps. Quelle est la première chose qu'il faut? Alors, ma fiche d'objectif, je vous la fais, n'importe quel inspecteur, mais 10 sur 10, enfin, très bien. Le problème n'est pas là, le problème c'est où on va faire pipi, où on va pique-niquer. On part pour la journée, qui est-ce qui va m'accompagner? Parce que c'est pas évidemment. Alors, je repère toutes les toilettes sur le parcours. J'en connais dans les Tuileries, j'en connais devant Notre-Dame, etc. Voilà, on pique-niquera aux Tuileries, c'est bien. À midi, il n'y a pas grand monde, c'est l'après-midi qu'il y a du monde. Ce que j'ai oublié, alors, je vous passe tous mes commentaires historiques, je suis très bonne là-dessus. Sur la place de la Concorde, l'Assemblée nationale, le jardin des Tuileries, l'incendie de la commune, tout. Sauf qu'on va faire pipi, et les gamins remontent effrayés. J'ai oublié une chose, c'est que le lieu au pique-nique, c'est le lieu de la drague gay, ça je le sais, mais c'est le soir, donc c'est pas grave, dans la journée il n'y en a pas, sauf que les toilettes sont couvertes d'obscénités impressionnantes, même pour moi. Alors je descends avec les enfants, bon. Et puis après on ira visiter Notre-Dame, on racontera d'autres choses, les enfants oublient. Je pense que pour beaucoup d'enfants, le souvenir de la promenade scolaire, ça aurait été les obscénités des toilettes, des Tuileries. Je n'ai jamais raconté à personne, c'est la première fois que je le dis. Mais maintenant, il y a prescription. Et je me dis, jamais un vrai instit aurait fait ça. Il aurait su. Il aurait été voir avant. Il aurait trouvé, ce que j'ai compris après, des toilettes d'une école. C'est pas difficile, on téléphone à la directrice d'école, je suis en promenade scolaire avec mes élèves, est-ce qu'on peut venir faire pipi dans votre école? Ils disent oui, à cause de ça. Et moi, j'ai fait comme une touriste. Vous voyez comme faut que vous gardiez quelque chose de ces erreurs de jeunesse et que vous pensiez que c'est là-dedans que le métier s'apprend. C'est-à-dire que pour moi, la compétence professionnelle, c'est une culture. La culture, c'est la capacité d'agir ici et maintenant, sur le terrain qu'on n'a pas choisi, avec des collègues qu'on n'a pas choisis, avec des enfants qu'on n'a pas choisis, dans des conjonctures historiques et politiques qu'on n'a pas choisies non plus. Il faut faire avec. Et là-dedans, il faut que vous trouviez votre espace de liberté. Et il y en a un. Et un espace qui fait mentir les statistiques et qui va faire l'effet maître. Ce sera tout pour aujourd'hui.